Chers participants, je pense, bonjour à tous, chers participants. Je pense que nous pouvons démarrer parce que nous avons qu'une heure et il nous faut gérer le temps pour vous permettre de tirer profit de cette session d'aujourd'hui. Donc, comme je le disais tantôt, mon nom est Fatou Thiam. Je suis modératrice de cette session intitulée L'évaluation à l'ère de l'intelligence artificielle, de la conception des projets à la gouvernance des systèmes. Cette session s'inscrit dans le cadre de la Global Evolution Week, actuellement en cours, au cours de laquelle Eval for Earth a organisé 6 sessions, 3 en anglais, une en espagnol et 2 en français. Juste pour rappel, Eval for Earth est une communauté de pratique consolidée portant sur l'évaluation pour la sécurité alimentaire, l'environnement, l'agriculture et le développement rural. Ses principaux partenaires et fondateurs sont les bureaux d'évaluation de la FAO, du PAM, du CGIA, du FEM, avec le soutien des bureaux d'évaluation du FIDA et de la NDB. Alors, euh, dans le cadre de la communauté de pratique Eval for Earth, ce panel va explorer comment l'intelligence artificielle peut être intégrée de manière stratégique, responsable et crédible dans les systèmes d'évaluation, notamment dans des contextes marqués par des enjeux de transparence, d'équité et de confiance publique. Donc, sans plus tarder, je vais présenter nos 2 intervenants. Nous avons Gilles Dedewanu, qui est économiste planificateur, consultant, certifié en management des organisations en économie, et il est spécialiste en accompagnement socio-professionnel et gestionnaire de projets et de programmes. Notre deuxième intervenant est Madame Rothschild, qui est consultante indépendante. Elle possède plus de 19 ans d'expérience dans la conduite d'évaluation et de recherche en Haïti, en Afrique, en Amérique latine et au Canada. Et elle a géré des programmes financés par l'USAID, l'USDA, les Affaires mondiales Canada, l'Union européenne, la Banque mondiale et la Fondation Mastercard. Donc, nous allons démarrer avec Gilles qui va nous parler de comment préserver la confiance et la crédibilité de l'évaluation à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, Gilles, vous avez la parole, vous pouvez démarrer. Merci beaucoup, Madame Fatou. Oui, Bonsoir à tous. J'espère que vous portez bien. Vous me recevez? oui, Gilles. Juste un petit mot. C'est juste pour rappeler aux participants que nous allons euh, avoir ces 2 présentations et vous gardez les questions pour la fin. Donc, nous prendrons les questions à la fin des 2 interventions. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre déjà sur le chat box et on pourra les prendre en charge à la fin des 2 présentations. Merci, Gilles, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Fatou. Vous avez déjà fait la présentation, donc sans toutefois revenir sur ça, donc je vais en même temps abonder dans le vif du sujet. Alors, donc, je suis ravi de prendre part à cette session ici avec vous pour échanger sur, naturellement, comment préserver la confiance et la crédibilité de l'évaluation dans les projets. Un instant, je vais agrandir. Ouais, voilà, voilà, voilà. Donc, voilà. Donc, comme je le disais tantôt, donc, comment préserver la confiance et la crédibilité de l'évaluation à l'aide de l'intelligence artificielle, en particulier dans les projets éducatifs et entrepreneuriaux. Alors, l'IA est déjà là. La question n'est plus de savoir si l'on intègre, mais plutôt c'est de savoir à quelles conditions on peut vraiment lui faire confiance. Euh, Gilles, alors, un mon moment, s'il intervention, vous plaît. Est-ce que vous pouvez oui, mettre en mode diapo la présentation, s'il vous plaît? justement, quand Juste- j'essaye, ça va et ça vient, en fait. C'est pour ça que Oh, je- voilà, c'est parfait. Merci. bon, allô, voilà. Désolé, j'ai ce souci-là.
de présenter. Bon, je vais évoluer toutefois. Alors, mon intervention sera, je vais plutôt agrandir, si vous me permettez, je vais agrandir. Madame Fatou, ça peut aller comme ça. Oui, c'est bon, merci. D'accord, merci beaucoup. Donc, mon intervention sera en 5 temps. D'abord, un état des lieux, du contexte des enjeux. Ensuite, suivra les risques concrets que pose l'IA dans nos pratiques, dans nos pratiques habituelles. Ensuite, j'aborderai les approches pratiques pour intégrer l'IA sans abdiquer le jugement humain. Et s'en suivra les standards et garde-fous éthiques pour finir sur des perspectives pour notre communauté avec des questions ouvertes, bien sûr, pour la discussion. Alors, un instant, désolé. Alors, commençons par un chiffre qui parle. Savez-vous que 70 à 80% des organisations envisagent d'intégrer l'intelligence artificielle dans leur processus opérationnel et d'évaluation d'ici 2026 à 2030? Et quand je le dis ainsi, ce n'est pas une tendance qui est lointaine, nous sommes déjà pleinement dedans. C'est maintenant. Alors, pour ce faire, eh bien, trois dynamiques sont à l'œuvre. La première, c'est l'automatisation croissante, la régulation des projets, le scoring automatisé des projets, l'analyse prédictive des performances, les rapports générés par l'IA. Eh bien, ces pratiques se répandent et la frontière entre l'outil et le décideur commence peu à peu à s'effacer. Et c'est là que le vrai danger apparaît. La deuxième dynamique, c'est lié au contexte fragile et inégaux. Vous savez, en Afrique, les infrastructures numériques restent un peu limitées. Le risque est d'importer des outils calibrés sur d'autres réalités, d'autres données, d'autres contextes, et de les appliquer sans toutefois chercher à les contextualiser. Ce que l'algorithme conclut à New York, aux États-Unis, en Chine, n'a pas forcément le même sens à Cotonou, à Ouagadougou, au Niger, ou même n'a même pas les mêmes réalités. La troisième dynamique, la dernière, c'est que je poserai une question de fond. L'IA renforce-t-elle la crédibilité de l'évaluation ou en érode-t-elle les fondements c'est la question un peu centrale à laquelle je vais essayer d'y apporter vraiment de réponses. Alors, je dirais, pour répondre en une phrase, que l'évaluation n'est crédible que lorsque ceux qu'elle concerne peuvent en comprendre et en contester les résultats. Je répète, l'évaluation n'est crédible que lorsque ceux qu'elle concerne peuvent en comprendre et en contester les résultats. Un exemple très simple, le scoring automatisé des projets est une méthode, comme vous le savez, d'évaluation qui utilise des algorithmes pour attribuer une note ou un score à chaque projet selon des critères prédéfinis. Je vais un peu schématiser. En principe, de général, chaque projet est évalué sur plusieurs dimensions: pertinence, faisabilité, impact, innovation, etc. Ces critères sont traduits après en indicateurs mesurables. Madame Couture va revenir là tout à l'heure. Ça peut être vraiment des indicateurs vraiment de quantité, tout comme des indicateurs de qualité. Ensuite, maintenant, en principe, le système maintenant prend les indicateurs. Le système automatisé basé sur l'IA et où les modèles de statistiques analysent les données du projet et calculent un score global. Donc, en règle générale, voici un peu le principe, comment ça fonctionne. Alors, quand nous abordons vraiment un fonctionnement typique de comment sont traitées les données, nous avons, première étape, la collecte des données, la pondération des critères, le calcul, puis ça nous sort vraiment un classement et ensuite vraiment suivra des recommandations qui s'en suivent. L'avantage avec ça, c'est quoi en fait? C'est que nous avons une rapidité et une objectivité dans la sélection des projets. Ça, c'est clair. Aussi, nous avons la réduction des biais humains. Vous savez, hein, nous, humains, au début, on peut être très regardant sur les choses, mais lorsque vient un peu la fatigue et tout, eh bien, on n'a plus trop de rigueur et il y a des biais vraiment qui s'imposent dans notre manière de pouvoir évaluer les projets. Le troisième avantage, pardon, c'est la possibilité de traiter un grand volume, un grand volume de candidatures. Et pour finir, la traçabilité et la transparence du processus.
Alors, les limites liées à ça sont un peu les risques de surpondération que pourrait vraiment faire l'IA le regard de certains critères. Il y a aussi l'importance de la validation humaine pour éviter les erreurs. Donc, c'est les limites. L'humain, lorsque l'IA finit, l'humain fait confiance à l'IA, c'est-à-dire l'IA devient le maître pour l'humain, ce qui ne doit pas être le cas, forcément. Alors, voyons maintenant les risques concrets. Ils sont au nombre de quatre et je les ai tous observés directement ou de manière indirecte dans les projets éducatifs et entrepreneuriaux que j'ai eu la chance de conduire. Le premier risque auquel j'ai pu être confronté, c'est le risque, les biais algorithmiques. Les modèles d'IA les modèles d'IA apprennent et à partir des données qu'on leur donne. Si ces données contiennent des inégalités, ou ne représentent pas certaines réalités de chez nous, l'IA naturellement les reproduit sans problème. Par exemple, un système qui évalue des projets éducatifs en Afrique rurale peut sous-estimer leur valeur, simplement parce que les données utilisées pour l'entraîner venaient d'autres contextes. Ce n'est pas volontaire actuellement, c'est une mécanique automatique. C'est automatique, donc cela applique ce qu'elle a appris sans discernement. En d'autres termes, l'IA n'a pas de, comment dirais-je, je dirais, n'invente pas, elle hallucine et donc elle ne fait que vous donner ce sur quoi on l'a vraiment entraîné. Le deuxième risque, il y a le risque d'opacité des décisions. Quand un système fonctionne comme une boîte noire, on voit seulement les résultats. Ce qui est derrière, on ne voit pas. Un projet accepté ou rejeté, mais on ignore totalement le chemin qui a mené à cette décision-là. Et donc, pour les personnes concernées, c'est comme recevoir une note sans explication. Or, si l'on ne peut pas justifier ou expliquer une décision, il devient impossible de demander des comptes. Et sans transparence, la confiance s'effrite car chacun reste dans le doute. Le troisième risque, c'est la délégation de jugement. Quand l'IA note, classe et recommande, qui est responsable en cas d'erreur? Le risque d'irresponsabilisation des évaluateurs humains est réel. Je dis bien réel, pas théorique. J'ai vu des équipes qui ne questionnent plus les résultats produits par un outil parce que c'est l'algorithme qui l'a dit. Et comme je le disais tantôt, l'IA devient le maître de l'homme et non le serviteur, bien un outil pour pouvoir vraiment aider à évoluer. Le dernier facteur, c'est la fracture numérique. Les acteurs sans accès à des outils à performance se trouvent en désavantage structurel dans les process d'évaluation. L'inclusion, l'équité en plein coup direct, ce qui devrait être un outil donc d'émancipation, dès lors devient un facteur d'exclusion supplémentaire. Alors, que fait-on concrètement? Je vais, moi, vous partager les approches qui ont émergé de ma pratique à moi. Le principe central, c'est ce qu'on appelle le Human in the Loop. Autrement dit, l'IA traite, l'humain interprète, mais la décision reste collective. Pas de raccourci, pas de délégation silencieuse. Cela se traduit concrètement, je dirais, en trois étapes phares. L'IA collecte, agrège, identifie les tendances à partir des données brutes. Elle fait ce qu'elle sait faire le mieux, traiter de grands volumes assez vite. Deuxième étape, l'humain contextualise. C'est très important. Il identifie ce que l'IA ne voit pas. Les tensions sociales, les dynamiques du genre, les contraintes culturelles, ce qu'une femme ne dit pas dans un questionnaire, mais qui explique pourtant tout. Dernière étape, c'est que la décision est collective. Les parties prenantes sont impliquées, les résultats sont expliqués et il reste contestable. Il reste contestable. Alors, ainsi donc, il faut ancrer dans nos pratiques trois habitudes. Il faut ancrer au sein de nos équipes trois pratiques importantes. La première, documenter les choix algorithmiques.
Former les équipes d'évaluation, c'est très important, car former les évaluateurs, c'est renforcer leur rôle de superviseur éclairé, capable de transformer l'outil en allié plutôt qu'en maître. Il faut aussi inclure les bénéficiaires dans les validations. C'est très important. Donc, il faut valider avec les bénéficiaires. Lorsqu'on le fait ainsi, c'est leur donner du sens, ou du moins c'est donner du sens au résultat et renforcer la confiance dans le processus. Alors, parlons à présent des principes éthiques et des garde-fous nécessaires, en particulier dans les contextes à ressources limitées comme les nôtres. Quatre principes éthiques fondamentaux. Le premier, la transparence. Vous savez, les méthodes d'évaluation assistées par IA doivent être rendues compréhensibles pour tous les acteurs concernés. Pas seulement pour les techniciens, non, mais pour tout le monde, ainsi que vraiment les bénéficiaires. Deuxième principe, l'équité. Il faut vérifier régulièrement que les outils ne favorisent pas certains groupes, les femmes, les jeunes en zone rurale, les minorités linguistiques, et j'en passe. Ce contrôle ne se fait pas tout seul. Il doit être planifié, documenté et répété. Troisième principe, la responsabilité. Il faut pouvoir désigner clairement qui répond des décisions évaluatives, même quand une IA a contribué. La machine en elle ne peut pas être tenue responsable. Quelqu'un doit l'être. Et c'est en ça un peu, j'aime un peu l'outil RACI qui nous permet vraiment de situer clairement les responsabilités. Alors, pour ce qui est des contextes à ressources limitées, quatre recommandations pratiques. Il faut privilégier des outils IA open source, adaptables et auditables, plutôt que des boîtes noires commerciales et coûteuses. Il faut investir d'abord dans la culture numérique des évaluateurs locaux avant d'introduire des outils sophistiqués qui sont vraiment de dernière génération. Il faut ensuite créer des espaces de paix, des communautés de pratique comme celle-ci, par exemple. C'est important pour partager les expériences et construire des normes communes. Et pour finir, ne pas reproduire à l'aveugle les standards du Nord. Développer des approches ancrées dans les réalités locales de notre pays, de notre région. C'est important. Alors, pour conclure ma présentation, j'espère que je ne suis pas en train de vouloir dépasser le temps qui m'est imparti, Madame Fatou. Pour conclure ma présentation, je voudrais proposer un cadre d'action en trois verbes, c'est-à-dire diagnostiquer, outiller et réguler. Diagnostiquer, pourquoi? C'est-à-dire quoi? Il faut identifier les risques IA propres à chaque contexte d'évaluation. Pas de recette universelle. Chaque programme, chaque territoire, chaque population a ses vulnérabilités spécifiques. Pour ce qui est de l'outillage, il faut former, documenter, inclure trois habitudes à ancrer dans les pratiques d'équipe. Ce ne sont pas des contraintes supplémentaires, non, loin de là, mais ce sont des garanties de qualité. Et enfin, il faut réguler, c'est-à-dire construire des normes collectives ancrées dans les réalités locales. Pas du copier-coller du Nord, ni du bricolage individuel, mais une régulation qui émerge de la pratique partagée, comme ce que cette communauté de pratique rend possible. Je voudrais terminer par ces trois questions que j'aimerais soumettre, hein, laisser vraiment la discussion. C'est comment, qu'est-ce que vos organisations gèrent-elles actuellement la traçabilité des outils IA dans vos évaluations? Deuxième question, avez-vous des exemples de situations où l'IA a renforcé ou au contraire fragilisé la confiance des bénéficiaires? Quels standards minimaux devrions-nous collectivement adopter au sein de cette communauté de pratique? Donc voilà un peu les trois questions que je laisse vraiment ouvertes à la discussion. Je vous remercie pour l'attention. Je terminerai donc ma présentation par cette phrase-là. Un outil, c'est fait pour vous faire gagner du temps, pas
pour retirer le jugement. Je répète, un outil, c'est fait pour vous faire gagner du temps, pas pour vous retirer le jugement. Madame Fatou, je vous remercie. Merci beaucoup, Gilles. Merci. Euh, Très intéressant. Je pense que le message est bien passé, même si nous avions quelques difficultés par rapport à l'écran. Mais je pense que le message est bien passé et que les participants ont bien noté vos trois questions qui portent sur les organisations, les standards et les exemples qu'ils ont. Merci, Innocent, d'avoir mis ça dans le chat box. Donc, c'est vraiment un sujet de discussion pour tout à l'heure et même peut-être pour plus tard, parce que je sais que c'est un sujet qu'on n'a pas fini d'épuiser en 1 heure de présentation avec l'intelligence artificielle et l'évaluation. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la deuxième intervention de Madame Rod Charles. Donc, Rod, je pense que vous pouvez partager votre écran. Euh, voilà, voilà, c'est parfait. À vous, Rod. Le micro est fermé. Une seconde. OK, merci. Merci. On m'entend bien? OK. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais partager une réflexion sur la manière dont l'intelligence artificielle pourrait transformer la conception des projets et les pratiques d'évaluation dans le secteur du développement. L'idée est de montrer que l'IA peut renforcer notre capacité d'analyse, de prévision et d'apprentissage dans des environnements de plus en plus complexes. Ayant beaucoup travaillé dans la conception et reconception des projets, j'ai souvent constaté à quel point il peut être difficile de savoir si la logique d'une théorie de changement est réellement solide et adaptée aux réalités du terrain. Des outils capables d'analyser la cohérence d'une intervention dès la conception, d'identifier certaines faiblesses et de mieux prendre en compte le contexte pourraient représenter un soutien important pour les organisations et les professionnels du développement. Je vais prendre quelques minutes pour expliquer ce que j'entends par théorie de changement et ne pas présumer que tout le monde maîtrise déjà tous les concepts. Une théorie de changement cherche à expliquer comment et pourquoi une intervention est censée conduire au résultat attendu. On parle des activités qui produisent des extrants, puis des résultats immédiats et intermédiaires, et à plus long terme, un impact durable. Elle inclut aussi des hypothèses, par exemple, que la communauté entretiendra les puits ou que les constructions seront utilisées. Enfin, il faut tenir compte des risques et du contexte, comme les conflits, les sécheresses ou l'instabilité. Au fond, une théorie de changement reste une représentation logique et théorique de la manière dont un projet est censé produire des changements positifs. Mais comment se fait dans la pratique la conception des projets? En général, on réunit les partenaires et les principales parties prenantes pour comprendre le contexte, les besoins et les problèmes à résoudre. À partir de ces échanges, on développe un projet pour répondre à un problème donné ou aux exigences d'un bailleur. Cependant, en général, le processus est souvent fortement guidé par les priorités du bailleur. Certains paramètres. Euh, Rod, le micro est fermé à nouveau. Voilà, merci. C'est fermé à nouveau, le micro. Allez-y, c'est bon. D'accord, merci. Le processus est souvent le processus de conception de projet est fortement guidé par les priorités du bailleur. Certains paramètres sont déjà définis avant même l'analyse complète du terrain par une organisation. Budget, activité, résultats attendus et parfois indicateurs. La participation communautaire directe reste aussi limitée.
Dans mon expérience, je n'ai eu qu'une seule fois l'occasion de réaliser une évaluation rapide de terrain pour soutenir la conception de projet. Souvent, la conception est menée rapidement par une petite équipe et ou des consultants travaillant parfois depuis leur bureau. C'est notamment pour répondre à ces limites que certains bailleurs ont introduit des phases de raffinement et d'implémentation, des plans de mise en œuvre de projets PMOP qui visent à mieux adapter les projets aux réalités du contexte avant le démarrage effectif des activités. Cela explique pourquoi une théorie de changement peut parfois ne pas refléter pleinement la réalité du contexte fixé. L'un des grands avantages de l'IA est sa capacité à travailler avec de très grands nombres de paramètres et d'interactions dans des systèmes complexes. Dans les projets de développement, il faut tenir compte des gouvernements, des organisations communautaires, du secteur privé, de la société civile, des bailleurs de fonds, des conflits, du climat, du genre, des facteurs économiques, politiques et tant d'autres. Même si nos théories de changement essaient d'avoir une vision holistique, il est très difficile pour une équipe humaine de prendre en compte simultanément tous ces facteurs. L'IA peut combler cet écart en intégrant et analysant une quantité beaucoup plus importante d'informations, ce que nous ne pouvons traiter nous-mêmes. Nos théories de changement peuvent ainsi s'appuyer sur une base plus riche, plus diversifiée et davantage éclairée par les données, plutôt que seulement sur l'expérience d'une équipe de conception, par exemple. L'IA peut aussi aider à tester nos théories à travers des scénarios dynamiques plutôt que des logiques linéaires. L'IA m'aide à tester les scénarios et les hypothèses utilisées dans mes théories de changement. Aujourd'hui, je peux intégrer une grande quantité d'informations provenant de sources multiples. Et l'IA peut simuler différents scénarios avant même la mise en œuvre du projet. Cela permet de tester des hypothèses faibles, de détecter des incohérences dans la logique du modèle, d'anticiper des risques opérationnels et de voir comment le projet pourrait réagir à différents chocs ou changements de contexte. L'objectif est d'ajuster la stratégie avant la mise en œuvre, d'atténuer beaucoup plus les risques et d'identifier les réponses les plus adaptées en fonction des scénarios possibles. Les hypothèses utilisées dans les projets sont rarement testées avant la mise en œuvre. Très souvent, les projets sous-estiment les éléments essentiels comme les luttes d'influence entre les acteurs, les contraintes institutionnelles ou d'autres facteurs imprévus. Dans plusieurs cas, les évaluations identifient les problèmes trop tard lorsque le projet est déjà en cours ou que les ressources ont déjà été investies. C'est aussi pour cela qu'on voit souvent les mêmes erreurs se répéter d'un projet à l'autre. L'intérêt de l'IA et des simulations est donc de tester davantage les hypothèses en amont, de prévoir plus tôt certains risques et de renforcer la robustesse des projets avant leur exécution. Cependant, tout cela n'est possible que si nous disposons de données de qualité. Aujourd'hui, les organisations génèrent énormément d'informations et le défi ne réside plus tant dans la disponibilité des données que dans leur accès, leur partage, leur organisation et leur analyse. Le principal défi est la fragmentation de l'information selon moi. Trop souvent, les données, évaluations, études et leçons apprises ne sont pas suffisamment partagées entre les organisations, les bailleurs et les acteurs du développement. Idéalement, les gouvernements devraient avoir l'ensemble de ces données en leur sein et les rendre accessibles aux différents acteurs. Ceux-ci disposeraient alors de ces connaissances pour améliorer la conception des projets, renforcer l'apprentissage collectif et éviter que différentes organisations répètent les mêmes erreurs. Il faut toutefois reconnaître que les données provenant de l'IA générative peuvent être erronées, incomplètes ou biaisées. Ainsi, le potentiel de l'IA dépend directement de la qualité des données, du partage de connaissances et de la manière dont les résultats sont interprétés. Cette évolution a aussi des implications importantes pour les organisations. L'IA peut contribuer à renforcer la qualité des projets en permettant de tester davantage les hypothèses et de prévoir certains risques avant la mise en œuvre. Mais pour tirer pleinement parti de ces outils, les organisations devront aussi évoluer. Elles auront besoin de systèmes d'évaluation rapide plus performants, d'un apprentissage institutionnel plus structuré et davantage de compétences en intelligence artificielle et en gestion de données.
Au-delà de la technologie, l'IA pourrait donc progressivement transformer la manière dont les institutions apprennent et prennent des décisions. L'un des changements les plus importants est probablement la transformation des pratiques d'évaluation elles-mêmes. Traditionnellement, l'évaluation intervient pendant ou après la mise en œuvre des activités, principalement pour mesurer les résultats et produire des rapports, juste pour taquiner. Mais avec l'IA et l'analyse avancée des données, l'évaluation devient de plus en plus prédictive, adaptative et orientée vers la prise de décision. Elle peut intervenir beaucoup plus en amont dès la phase de conception. Les fonctions de suivi, d'évaluation et d'apprentissage évoluent également. Elles deviennent progressivement des outils d'aide à la décision et d'un apprentissage continu. Les résultats produits par l'IA dépendent fortement de la qualité des données utilisées, comme nous l'avons déjà dit. Si les données sont biaisées, incomplètes ou peu fiables, les résultats peuvent être trompeurs. Il existe aussi un risque de dépendance excessive aux résultats automatisés et faciles. Les enjeux liés à la protection des données sont également importants. Lorsqu'on travaille avec des données sensibles dans des contextes fragiles ou avec des informations confidentielles. C'est pourquoi une intégration responsable de l'IA nécessite toujours de la vérification, de l'esprit critique et une validation humaine. Il est important de préciser ce que l'IA ne fait pas. Elle ne remplace pas le jugement humain. Elle peut analyser de grandes quantités d'informations, mais elle ne possède ni compréhension du terrain, ni jugement contextuel. L'IA ne fait que proposer des scénarios possibles. Les projets restent influencés par des facteurs imprévisibles comme les crises économiques, les changements politiques ou les comportements humains qui peuvent toujours déjouer les prévisions. Pour conclure, je pense que nous assistons progressivement à une transformation importante dans la manière de concevoir et d'évaluer les projets. Les projets évoluent vers des interventions davantage testées face aux réalités systémiques, aux risques et aux différents scénarios possibles avant même leur exécution. L'IA peut renforcer l'apprentissage, la rigueur analytique et la capacité d'anticipation des organisations. Les projets les plus robustes émergeront surtout, je pense, de la combinaison entre les données, les outils d'intelligence artificielle et l'expertise humaine. Finalement, l'IA ne remplace pas les professionnels du développement. Elle peut plutôt devenir un outil supplémentaire pour concevoir des interventions plus cohérentes, plus adaptatives et potentiellement plus efficaces. Merci. Merci beaucoup, Rod, pour cette présentation. Et je vais dire merci à nos deux intervenants, Gilles et Rod, pour vraiment la qualité des présentations et la pertinence des thèmes présentés. Donc, comme ils le disent, hein, c'est que l'intelligence artificielle n'est plus un simple outil technique au service de l'évaluation. Elle en redéfinit progressivement les contours depuis la conception des interventions jusqu'au mécanisme de gouvernance et de prise de décision. Mais il y a un mais, je pense que nous allons l'aborder à travers la série de questions et de contributions de nos partenaires. Donc, nous ouvrons les questions. Vous pouvez lever la main ou mettre vos questions dans le chat pour nous permettre d'y répondre et aussi de s'enrichir mutuellement. Donc, cher public, chers participants, vous avez la parole pour les questions. Bon, en attendant que nos participants se manifestent, nous allons peut-être prendre certaines questions qui avaient déjà été posées par ces participants dans le cadre de la préparation de cette session. Donc, je m'en vais vous lire ces questions pour vous permettre, chers intervenants, de pouvoir y répondre assez rapidement en attendant d'avoir des réactions au niveau des participants en ligne. Alors, la première question avait trait à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la mise à jour de la théorie du changement d'un projet. Donc, je pense que cette question a été un peu abordée par
par Rod. Deuxième question que vous pouvez noter, c'est comment l'intelligence artificielle impacte la gouvernance de l'évaluation. Troisième question, le participant se montre particulièrement intéressé par le traitement et l'analyse des données qualitatives collectées lors des évaluations de projets de développement. Et est-ce que vous avez quelques approches à présenter? Autre question pertinente, c'est comment faire évoluer le rôle de l'évaluateur à l'ère de l'intelligence artificielle? Et quel rôle l'intelligence artificielle peut jouer dans le développement de la firme? Rod, Gilles, si vous avez peut-être quelques débuts de réponse pour ces questions, en attendant que notre public se manifeste. Ah, je vois qu'il y a une main levée de Léon Valentin. Peut-être qu'on va prendre la main levée et revenir aux questions que je viens de poser, si cela vous convient. Léon, vous avez la parole. Bonjour, mon nom est Léon Valentin. Je remercie énormément et chaleureusement nos deux intervenants pour leur présentation très instructive et puis très informative. Moi, ma question concerne les contextes très fragilisés, comme les pays en guerre, les pays où il y a beaucoup de difficultés structurelles, la pauvreté endémique, la corruption, des choses qui déjà ne facilitent pas notre travail d'évaluateur. Maintenant, avec l'intégration de l'intelligence artificielle, il y a comme un découplement des écarts de compétences, mais aussi d'infrastructures pour des évaluations efficaces. L'intelligence artificielle augmente, à mon humble avis, ces écarts, ces différences et ces exclusions, je pourrais dire. Comment ces pays pourraient s'adapter pour ne pas être laissés en arrière dans cette évolution? Je ne sais pas si ma question est claire, mais je veux juste parler des disparités qui existent entre ces pays extrêmement fragilisés par rapport aux autres pays qui sont porteurs généralement de ces technologies et qui les forment, qui les formatent, qui les utilisent et qui nous devancent en tout point de vue. Je pense à un pays comme Haïti, d'où je viens. Comment ces pays pourraient s'adapter et tirer profit de l'intelligence artificielle dans nos évaluations? Merci. Merci beaucoup, Léon. Alors, on a une deuxième main levée. On va la prendre et puis on va vous laisser répondre aux questions. Allez-y. Cécile Dedouane. Merci. Bonjour chez tous. Voilà. Juste pour peut-être aller rapidement à la question pour nous permettre de pouvoir y répondre et de prendre Alors, d'autres questions. Merci. je vais aller directement à la question, mais je dois féliciter d'abord les deux. Et puis, j'ai constaté que les deux ont été assez prudents quand même en ne mettant pas en avant une IA. Votre communication n'est pas complète sur ce point. Alors, donc, je vous prierai, surtout pour ceux qui sont ici, est-ce que vous avez des expériences d'IA que vous pouvez partager peut-être avec nous? Moi, je suis dans le domaine de la santé. Ça pourrait peut-être nous aider à avancer. Merci. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez répondre à ces questions. La première concerne en fait le gap déjà numérique qui existe entre les zones vraiment fortement défavorisées ou affectées. Et bon, on sait que l'IA, c'est une technologie donc qui demande peut-être beaucoup de moyens et beaucoup de connaissances et d'infrastructures. Donc, peut-être Gilles, pour cette question. Merci beaucoup.
merci à Madame Léonie, si je prononce bien le nom. Merci, c'est une très belle question. À l'entame de mon intervention, je posais la question de savoir, je disais plutôt du moins de ceci. La question n'est plus de savoir est-ce qu'on utilise oui ou non l'IA. C'est que parce que maintenant que nous le voulions ou non, l'IA est déjà avec nous, c'est déjà dans nos pratiques, déjà dans nos habitudes. Donc, nous n'avons pas le choix. Nous devrions nous y faire. Alors, elle a mis l'accent sur, je crois, si je dois résumer ça vraiment en 2 mots, la fracture numérique. Les pays vraiment fragilisés. Je crois que je l'avais abordé, mais je vais répéter. Où je dis, dans les contextes à ressources limitées, j'avais recommandé 3 pratiques. Je disais tantôt, il faut privilégier les outils IA open source, c'est-à-dire libre open source, qui sont adaptables, auditables, plutôt que des boîtes noires commerciales coûteuses. Qu'est-ce que j'appelle boîte noire? C'est des outils où vous ne savez même pas vraiment comment est-ce qu'ils font, comment est-ce que se fait la prise de décision. Ils vous dégagent seulement les résultats, les outputs, sans pour autant vous expliquer comment est-ce qu'ils ont abouti à ces résultats-là. Comme deuxième proposition que j'ai eu à faire dans mon intervention, je disais tantôt d'investir primo dans la culture numérique. Il faut le faire. L'investissement vraiment dans la culture numérique, vraiment des évaluateurs, vraiment, c'est important. C'est pas, l'IA n'est pas réservée seulement aux techniciens, des gens vraiment qui ont fait le domaine d'éthique. Et je crois, un confrère l'a dit tout à l'heure, lui, il est dans la santé. Quelle IA est plus adaptée pour lui? Je ne réponds pas, je laisse d'abord ça au frigo. Donc, la troisième recommandation, c'est de quoi? C'est de créer des espaces de paix, des communautés de pratique comme celle-ci, par exemple, Eval for Health, pour partager des expériences et construire, comme je l'ai dit tantôt, des normes communes. Et enfin, je l'ai dit, ne pas reproduire à l'aveugle tout ce qui vraiment vient du Nord, les prendre. Je pense que mon collègue aussi l'a répété vraiment assez. Essayer toujours de contextualiser. Et pour ça, vraiment, nous devrions toujours porter un regard critique, avoir un esprit critique, porter un regard critique que nous serve l'IA, les questionner, chercher vraiment à plus en savoir. Avec ces ensembles de recommandations, je crois, les pays fragiles, les pays qui n'ont pas vraiment une infrastructure assez poussée dans le domaine pourront bel et bien s'en sortir. Est-ce que je dis un mot sur la deuxième question, mais je laisse ma collègue vraiment y aller plus tôt. Merci, Madame Rose. OK. Merci, Léon, pour ton intervention. Comme je partage la même idée que M. Gilles. Pour moi, l'IA, surtout dans les contextes fragilisés, devrait rester beaucoup plus sur l'analyse des données. Et on garde les pratiques qu'on faisait d'abord pour la manière qu'on collecte, qu'on construit nos outils, etc. Et par rapport à l'analyse des données, je dois dire que même les outils traditionnels que les gens utilisent de manière générale, ils ont des composantes IA qui sont déjà intégrées dedans. Donc, il n'y a pas un outil que je pourrais dire qui est AI free, donc sans cette composante dedans. Donc, on l'utilise déjà, que l'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non. Donc, intégrer bien sûr, il y a l'apprentissage. Il faut qu'on comprenne qu'il faut un temps pour apprendre et que si on veut, par exemple, prioriser des évaluateurs nationaux, etc., que qu'on le priorise et qu'on dise que peut-être qu'on veut qu'on n'utilise pas l'intelligence artificielle. On peut préciser qu'on ne veut pas l'utiliser. Mais euh, euh, ou que si on l'utilise, donner les informations sur ce que vous avez fait, etc. Mais d'une manière générale, je pense que que l'on soit dans un contexte fragilisé ou pas, on ne peut pas ne pas l'utiliser maintenant. Il faut juste apprendre, éduquer, prendre le temps d'apprendre et éduquer, parce qu'on va le faire de toute manière. Il n'y a pas à sortir de là. Voilà. Et pour la question de Cécile, de Douanou, vous avez une réponse? Alors, je vais essayer. Alors, il y a une pléthore d'outils pour pouvoir vraiment faire son travail et faire son métier. Il a si bien dit, moi, je n'aime pas trop m'aventurer à proposer vraiment un outil parce que c'est compte tenu de ce que tu veux faire,
Parce que même étant dans le domaine de la santé, il y a plusieurs vraiment pratiques, il y a plusieurs manipulations, ou du moins euh, plusieurs manières de l'utiliser compte tenu de ce qu'on veut. C'est pas forcément que je suis dans le domaine de la santé que je vais vraiment questionner l'outil sur des pratiques liées typiquement à la santé. Non, il y a d'autres pratiques, par exemple, le genre qui peut être vraiment sous-jacente vraiment à la santé et tout. Donc, moi, je dirais, tout dépend de ce que vous voulez en faire. Et les outils, il y en a de pléthore. Je n'ose pas vraiment enseigner à quelqu'un ici vraiment que un outil, pardon, IA est meilleur que l'autre. Chaque outil est adapté à un type de travail qu'on veut vraiment exécuter, que l'on soit dans la santé, dans le domaine de la gestion du management et tout, eh bien, les outils sont là pour pouvoir vraiment essayer de nous faire gagner du temps, de nous faire vraiment avancer dans ce que nous voulons faire. Et le tout réside vraiment dans le questionnement. Donc, à nous de faire vraiment de la documentation pour pouvoir voir quel outil qui est adapté à mon métier, à ce que vraiment je sais faire le mieux, ou bien à ce que je fais vraiment au quotidien. Donc, je ne vais pas vraiment oser tirer sur le terrain de ce que voilà, compte tenu de ce que vous faites, vraiment, voilà l'outil qu'il faut utiliser. J'ajoute, moi, comme je dis, je ne vais pas essayer de faire la promotion d'un outil ou d'une plateforme, mais ce que je peux dire, c'est que Léa a la capacité de vous dire que, par exemple, si vous, dépendamment de la plateforme que vous utilisez et par rapport aux prompts, aux requêtes que vous écrivez, elle peut vous informer. Voici parmi tous les outils d'IA qui existent, ce qui est le plus adapté à votre besoin. Vous pouvez demander, par exemple, certaines plateformes, je ne vais pas dire, mais j'ai besoin de faire cette étude. Quels sont les outils qui sont les plus utilisés, qui est le mieux adapté? Si vous avez un contexte précis, vous pouvez dire, voici mon contexte. Si vous avez des contraintes précises, voici mes contraintes. Quel est celui qui est le plus adapté, qui sera le mieux, plus facile d'interpréter? Vous pouvez donner des informations sur vous-même, sur vos besoins, et à ce moment-là, ils peuvent vous donner beaucoup plus d'informations vers voici tout ce qui est disponible et voici par rapport à vos besoins et ce que vous avez dit, ce qui est le mieux adapté pour vous. Donc, l'idée, c'est pas de forcément ça, c'est de savoir où chercher, comment trouver l'information. Et l'information est déjà disponible sur ces plateformes. Donc, lorsque vous avez un besoin, par exemple, les évaluateurs, si vous avez un contexte et vous voulez savoir quelle méthodologie d'évaluation utiliser, vous pouvez demander cela et on va vous donner. Vous avez un contexte, vous avez besoin de faire un échantillonnage. Vous pouvez demander, voici mon contexte, ma situation, les contraintes, les difficultés géographiques, quoi faire. Et ça va vous donner des informations. Et ça peut aussi vous dire, voici les outils qui sont les mieux adaptés pour ça et ça. Donc, je ne vais pas faire la promotion d'une plateforme ou d'un outil, mais sachez que l'information est là, est disponible déjà et que vous pouvez y avoir accès. Merci. Donc, c'est clair que tout dépend en fait de vos besoins. En fonction de vos besoins, vous aurez l'outil qui est adapté. Donc, on va prendre deux questions qui se rejoignent en fait dans le chat et c'est lié à l'implication des parties prenantes dans le processus. Tous les acteurs n'ayant pas le même niveau de connaissance sur les outils, les formations peuvent aider à régler le problème, mais quand même, la participation des communautés peut être affectée. C'est la première question. La deuxième qui, à mon avis, rejoint la même question, c'est comment on peut impliquer les bénéficiaires dans la validation alors que l'évaluateur a bouclé la phase de collecte et il en est à la phase d'analyse et de rédaction du rapport d'évaluation en exploitant l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a plusieurs phases en fait, mais tout est lié à l'implication des bénéficiaires ou des parties prenantes. Donc, à quel moment peut-être du processus il faut les impliquer? À quel moment l'IA est utilisée? Est-ce que c'est dès la conception de l'évaluation? C'est à la fin juste pour l'exploitation? Je pense que c'est en filigrane la question de nos deux participants. Je vais vous laisser y répondre rapidement parce qu'on est à 52, il nous reste plus beaucoup de temps et je pense qu'on a une autre question. Et puis voilà, pour nous permettre de conclure en beauté. D'accord, Gilles? Donc, Implication des parties prenantes, utilisation de l'IA à quel moment du processus d'évaluation?
OK, l'implication. Bon, j'essaie de voir les questions, mais ça va, je vais répondre ce que j'ai compris. Pour moi, l'implication des parties prenantes, c'est dès le début. Parce que vous travaillez avec eux, ils sont intégrés. Et par rapport à, si on le prend par rapport à l'IA, ce que je veux dire, c'est l'intégrer par rapport à vos compétences et connaissances en l'IA. Par exemple, moi, je dis que si vous n'avez, dépendamment de vos compétences, utilisez-le seulement dans l'analyse des données et continuez à faire ce que vous saviez faire pour la collecte, etc. des données. Mais si vous avez beaucoup plus de connaissances, vous pouvez utiliser l'IA depuis la création des outils. Ça peut vous permettre par rapport aux informations que vous lui proposez, par rapport au feedback que vous avez, aider à construire les outils. Et ces outils que vous avez, vous pouvez partager avec vos parties prenantes pour collecter leur feedback et intégrer aussi ces feedbacks dans l'IA et améliorer vos outils. Donc, c'est par rapport à dans tout le processus, on peut intégrer les parties prenantes. Par rapport à la validation des données, encore, lorsque vous avez même même lorsque c'est quelque chose qu'on faisait même lorsqu'on n'avait pas l'IA, lorsqu'on a fini le premier draft de ce rapport, on partage avec les gens, on prend leur feedback et on intègre ces feedbacks aussi dans le rapport. La collecte de données ne finit pas lorsqu'on a fini avec les enquêteurs, etc. sur le terrain. La collecte de données continue et la collecte de feedback, l'amélioration du rapport continue. C'est tout un processus qu'on continue tout au long du rapport en collectant les feedbacks. Merci, Rod. Gilles, vous avez 2 minutes. Merci. Donc, je crois que moi, je vais, puisque ma collègue a déjà abordé la deuxième question, je vais aborder plutôt la première, qui aussi vraiment érode un peu celle posée par le deuxième intervenant. Alors, l'introduction de l'IA ne risque-t-elle pas de réduire davantage l'implication des parties prenantes dans le processus? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Si vous les formez, vous les amenez vraiment à comprendre ce que vous faites, ils auront plus de traits vraiment s'intéresser à la chose. Ils ne seront plus des, comment dirais-je, des participants vraiment passifs, quoi. Ils seront plus actifs parce que vraiment ils sont impliqués, ils sont considérés, ils sont valorisés. Le problème, vous l'avez déjà un peu évoqué, hein, c'est que dès le début, vous ne les associez pas. C'est à la fin, on vient pour voir vraiment expliquer vraiment le rendu, le output. C'est faux. C'est que dès le début, il faut les impliquer dans la chose, leur expliquer vraiment comment ça se passera. Et voilà, à chaque niveau, c'est comme un peu vraiment l'esprit du design thinking, quoi, en fait. C'est à chaque étape, vraiment impliquer chaque acteur et procéder vraiment à une validation étape par étape. Et donc, il faut être vraiment transparent du début jusqu'à la fin du process. Donc, voilà, ainsi, Madame Fatou, voilà ce que je peux dire. Voilà, merci. Alors, on est presque à la fin de notre session d'aujourd'hui, une session très riche. Et je pense que les discussions vont se poursuivre parce qu'on n'a pas encore fini de parler de l'IA, de l'évaluation. Donc, je pense que c'est comme un lancement d'une discussion peut-être future. Et pour cela, je vais peut-être vous inviter à rejoindre gratuitement la communauté de pratique de Eval4Earth et ce qui vous permettra de pouvoir les suivre sur les réseaux sociaux et pouvoir enrichir en fait vos connaissances et continuer ce genre de discussion, ce genre de partage d'expérience, ce genre de partage de bonnes pratiques. Donc, je m'en vais juste peut-être un peu faire une petite conclusion en disant que, comme l'ont dit nos intervenants, l'intelligence artificielle n'est plus un simple outil technique au service de l'évaluation, mais il se pose plusieurs questions, dont la question de la confiance. Et cela nous rappelle aussi que il y a aussi un défi sur le plan institutionnel et humain, qu'il faut renforcer les capacités, il faut adapter les cadres de gouvernance et accompagner les acteurs pour tirer pleinement parti de ces transformations. Il y a beaucoup de nouvelles perspectives, mais il faut aussi encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les évaluations. Donc, pour continuer la discussion, comme j'ai dit, nous avons Eval4Earth
avec leur site web qui vous permet de vous enregistrer. Je viens de le mettre aussi dans le chat. Et nous vous invitons aussi à remplir une session post-formation, ce qui vous permettra de pouvoir donner enfin, vos commentaires post-événement pour ce qui concerne. Je vais aussi le mettre dans le chat et ce sera vraiment... Voilà, je vais vous mettre une autre... Voilà, un formulaire à remplir post-formation. Donc, je vais juste dire à nos deux intervenants de dire un petit mot pour dire au revoir à nos participants, que nous remercions chaleureusement vraiment pour cette participation et la qualité de vos questions et de vos commentaires. Rod, tu as 30 secondes pour dire au revoir et après ça, autour de Gilles. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour votre participation, pour vos questions qui vont continuer les réflexions. Et nous comptons aussi continuer cette réflexion sur la plateforme Eval for Earth. Donc, on compte vous revoir et répondre à des questions supplémentaires. Gilles, le micro est fermé. Voilà, c'est bon. D'accord. Alors, merci beaucoup à tous. Merci pour votre participation. Donc, en conclusion, je dirais que l'IA est déjà au cœur de nos pratiques d'évaluation. Donc, elle ne doit pas remplacer le discernement humain. Notre responsabilité est collective et claire d'identifier les vulnérabilités propres à chaque contexte, outiller nos équipes et réguler nos pratiques en les ancrant dans les réalités locales. C'est à ce prix-là que nous pouvons préserver la confiance et la crédibilité de l'évaluation dans les projets que nous pilotons. Donc, je terminerai par cette phrase-là, comme je l'ai déjà dit à la fin de ma présentation. Un outil est fait pour nous faire gagner du temps, pas pour nous retirer le jugement. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, comme je l'ai mis dans le chat, remplissez les formulaires, s'il vous plaît. Ça nous permettra d'enrichir ce genre d'échange d'expérience et de renforcer la plateforme Eval for Earth pour vous permettre d'avoir ce type de session où vous pourrez améliorer vos connaissances et puis partager vos expériences. Merci à tous vraiment pour votre participation. Nous vous disons à bientôt parce que les sessions de Glocal continuent et Eval for Earth est dans beaucoup de sessions, aussi bien en anglais, en espagnol qu'en français. Donc, nous vous invitons à participer activement toute cette semaine aux différentes sessions. Merci beaucoup à tous et merci à Innocent. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.